Bonjour à tous les amis, comment vous allez bien en ce début d'année 2026? J'espère surtout que vous êtes en pleine forme parce que c'est vraiment ça la clé, une santé de fer pour mener à bien tous vos projets au quotidien, pour vous épanouir, pour vous accomplir en tant qu'être humain. En tout cas, c'est un beau projet. Moi, j'essaye d'avoir ce projet-là tous les jours. Je me lève le matin et je vous en ai souvent parlé et je m'interroge en me disant qu'est-ce que je ferais si j'étais un peu moins con. Alors il y a des fois je me couche le soir, j'ai le sentiment d'avoir réussi à m'être un petit peu amélioré par rapport à la veille, mais il y a vraiment beaucoup de soirs où je me dis non, décidément j'ai pas progressé ce jour-là. Donc c'est important. Donc déjà d'avoir la santé nous fait voir les choses autrement. Donc moi je ne fais que de la récupérer, donc c'est encore pas gagné. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais que l'on commence l'année en parlant notamment de matériel et d'heures de tracteurs et de moissonneuses-batteuses, donc les heures des automoteurs qui influent directement sur les heures de tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est important, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai quand même le sentiment que tout le monde, tous les agriculteurs ne sont pas réellement conscients qu'à chaque fois qu'ils sortent ces engins-là, ça coûte une fortune, même à rien faire, même à tourner comme ça, à se promener ou voilà, et que donc chaque intervention que nous faisons avec, chaque usage que nous avons de ces matériels doit être réfléchi avec un objectif précis. Loin de moi de dire que vous ne réfléchissez pas à vos interventions, mais ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a un gros écart entre nous qui existe pour le même hectare de culture. Alors évidemment, je vais m'adresser surtout aux personnes qui sont en polyculture, en grande culture, en élevage, les choses changent un peu, puisqu'il y a des tracteurs qui sont utilisés tous les jours et qui font vite beaucoup d'heures, des télescopiques, des choses comme ça. Mais on va dire dans les grandes lignes, pour produire 1 hectare de blé, de colza, de maïs, de tout ça, combien d'heures passons-nous les uns les autres avec nos engins là qui coûtent une fortune? Alors si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Bienvenue pour cette première vidéo de l'année et c'est parti! Alors oui les amis, je me suis mis à l'abri et comme vous pouvez le constater, c'est la particularité de la double activité intense. Je sais que certains d'entre vous connaissent ça. C'est qu'en réalité, j'ai posé le matériel à la fin des semis, à la fin des désherbages que je n'ai pas complètement terminé. Et depuis, je n'ai rien touché. Je n'ai pas pu laver de matériel. J'étais parti par mon zévo. Ensuite, il y a eu les températures, des journées de pluie, enfin bref. Tout ce qui fait que tout ça c'est resté comme c'était. Alors j'aime pas ça du tout, mais c'est la contrepartie qui fait qu'on est quand même tout le temps au boulot. Et c'est pas facile. Alors, on va pas se plaindre, l'idée c'est pas ça. C'est d'aller faire un tour dans les 2 tracteurs qu'il y a sur la ferme. Donc je le rappelle pour ceux qui... Alors c'est pas ma caravane, c'est celle de mes parents. Donc je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi j'ai 2 tracteurs sur la ferme. Je fais 240 hectares sur 2 fermes en gros à égale surface qui sont séparées de 25 km entre les 2 sites. Donc il y a l'organisation et tout ça. Donc là, les heures que l'on va regarder, que l'on va calculer, ce sont les heures qui sont faites pour tout. C'est-à-dire il n'y a pas des heures faites dans des enregistrements à la parcelle, c'est les heures totales de chacun des tracteurs. Donc pourquoi on fait ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, ces tracteurs-là, les 2, que ce soit ce tracteur de 200 chevaux ou ce tracteur de 260 chevaux, ils ont été achetés tous les 2 en même temps et ils sont immatriculés le 6 janvier 2021. Donc en fait, ils ont quasiment 5 ans, même si la carte grise, je les avais déjà un petit peu, donc j'avais déjà fait un peu d'heures. Donc on va être gentil, on va compter 5 ans tout pile. Et donc on va aller regarder les heures du tracteur et on va faire la même chose pour le deuxième. Et ensuite, on va prendre les heures de la moissonneuse-batteuse et puis on va regarder finalement ce que ça fait à l'hectare pour effectuer 5 années de culture sur la ferme. Voilà, ça vous convient? Alors on regarde ça tout de suite. Alors pour le 720, on va donc avoir un peu plus de 1500 heures. Le 826. Alors en 5 années, voilà les heures. Donc la batteuse
dernières années. Alors maintenant qu'on a fait les relevés, on va aller se mettre au chaud et puis on va regarder à quoi correspondent ces chiffres finalement. Alors de retour au chaud au bureau, et ça tombe bien parce qu'il commence à neiger depuis une petite demi-heure, pour mettre à plat un petit peu ces heures de tracteur, ces heures d'automoteur, puisqu'on va inclure aussi la moissonneuse-batteuse. Et puis on va remettre à plat cette notion de consommation de temps hectare pour produire 1 hectare de blé, 1 hectare de colza, 1 hectare de maïs. En tout cas, c'est ce qui me concerne moi sur ma ferme en polyculture. L'idée, c'est vraiment d'illustrer les propos par rapport à tout ce que l'on fait sur le terrain, sur les itinéraires techniques de travail du sol, etc. pour vous donner un petit peu un exemple, c'est vraiment juste un exemple, pour une démarche intellectuelle de réflexion sur le temps hectare, puisqu'on peut constater sur le terrain des écarts entre nous du simple au triple, voire du simple à 4 fois plus de temps hectare pour faire la même production. Or, il se trouve que le matériel, c'est ce qui nous coûte le plus cher sur nos fermes. Et c'est encore plus facile de l'identifier lorsqu'on a une structure dédiée, et c'est mon cas. J'ai une entreprise de travaux agricoles qui fait les travaux sur mes 2 structures agricoles de ferme. Donc ça permet une transparence, ça permet de maintenir un budget et de savoir que ces dernières années, ce budget hectare que nous avions mis, qui était à 450 € de l'hectare, prestations agricoles tout compris de A à Z, gasoil inclus, ne pouvait plus être laissé à 450 € de l'hectare au regard des évolutions des coûts matériels de ces 5 dernières années. Et nous sommes aujourd'hui passés à 550 € de l'hectare. Alors évidemment, ça reste en cercle fermé, mais je pense que ce qui est applicable sur notre ferme l'est sans doute sur les autres. Personne n'a des remises particulières. Par contre, il est souvent admis que plus on fait d'heures avec du matériel, et moins il nous coûte cher. Et j'aimerais, par cette vidéo, vous démontrer que c'est faux. C'est vraiment faux. Évidemment, il y a une limite. On ne peut pas avoir un matériel extrêmement cher pour faire une toute petite surface, parce que c'est difficile à financer, tout simplement. Mais lorsque l'on se fixe cette notion de coût hectare, 450 €, 550 € de l'hectare, c'est un exemple. Évidemment, tout inclus, ça veut dire que sur les fermes, il n'y a pas de charge de structure liée au matériel. Il y a uniquement une prestation à 450 € de l'hectare, 550 € de l'hectare ou moins. C'est vous qui en jugez. Mais il faut aussi penser au renouvellement, à la capacité de réparation, à tout ce qui compte pour qu'une ETA puisse réellement fonctionner et pas juste boucler, comme peuvent le faire parfois certains agriculteurs qui font de la prestation à côté. Alors si on revient à nos heures, un des tracteurs, le 260 chevaux, fait 395 heures par an. Si on divise sur les 5 années qui viennent de passer, puisqu'il va démarrer sa 6e année, on l'a vu le 6 janvier 2026. 311 heures pour le 200 chevaux par an. Ce qui fait, pour les automoteurs tracteurs, environ 3 heures, c'est même pas environ, c'est 2h56 exactement, de l'hectare qui sont faites par an, sur les 5 années. C'est une moyenne. On a même cette année, on est descendu presque à 2h30, puisqu'on a fait moins de travaux, on n'a pas fait de pulvérisation, il y a plein de choses qui ont eu une incidence. Donc en moyenne sur les 5 années, 2h56 de tracteur. On rajoute à ça 25 minutes hectare de moissonneuse-batteuse. Ça aussi, c'est en moyenne. Évidemment, ça dépend un peu des cultures. Il y a le déplacement, etc. qui fait beaucoup, surtout en moissonneuse-batteuse. Vous vous en doutez bien, d'où l'écart d'une centaine d'heures entre les heures moteur et les heures de battage. Donc ce qui nous fait un total aujourd'hui à 3h23 minutes de l'hectare en moyenne sur les 5 années pour tous les travaux de A à Z, transport, déplacement entre les fermes, stockage, déstockage des céréales, etc. Donc c'est une notion qui est importante à prendre en compte, puisque lorsque l'on discute avec nos partenaires sur le terrain, qui sont un exemple parmi d'autres, on peut avoir le double de ça, et même parfois un peu plus du double de ça. Alors évidemment, dit qu'on intègre certaines cultures, des pommes de terre, des betteraves, l'élevage bien entendu, tout ça, ça peut voler en éclats. Mais c'est juste pour donner une notion au moins sur l'aspect production céréale. On peut sans doute faire mieux, on peut aussi faire moins, et puis il ne faut pas grand-chose pour que ça change. Alors évidemment, ça a une incidence sur la consommation de carburant, puisqu'en moyenne sur les 5 années, on est à 9500 litres de gasoil sur l'entièreté d'une année, jusqu'à 13 500 litres. C'est ça la fourchette qu'on a eue sur les 5 années. Ce qui nous fait en gros une consommation de gasoil de 45 litres de moyenne à 50 litres de moyenne. Évidemment, au moment de la clôture, si on fait le plein des 3 machines là, des 2 tracteurs et de la moissonneuse-batteuse, par exemple, qui sont à sec, on les remplit
Bon, bah, c'est presque 1800 litres, un truc comme ça. Il y a 800 litres dans la moissonneuse et puis chaque tracteur, c'est 400 litres. Donc, vous voyez un petit peu, on peut changer une consommation. Donc, c'est important de le prendre sur plusieurs années. Alors, en gros, 45 à 50 litres de gasoil, tout compris, déplacement, etc. Ça peut être aussi un niveau à connaître et peut-être à atteindre où on fait parfois mieux. La notion de risque est importante, hein. C'est là qu'on arrive entre le semi-direct et nous, ce qu'on essaye de proposer. Cette année, par exemple, nous sommes passés qu'une fois partout. On va avoir une consommation de gasoil qui va être proche des 40 litres quand on va avoir terminé la campagne. On le voit bien puisqu'on est passé tout de suite 10 litres à 15 litres de moins de l'hectare par les passages que nous avons fait en moins cette année. Mais c'est cette année, on ne peut pas dire c'est comme ça tout le temps, etc. D'où l'importance de prendre plusieurs années. Donc 3 heures, on va dire 3h30, on va arrondir, hein, 3h30 de l'hectare en termes d'usure matérielle sur 5 années. Ce qui fait bien évidemment que lorsque l'on emprunte ou qu'on achète ce type de matériel, on peut commencer à envisager des durées plus longues de maintenance sur la ferme, c'est-à-dire de le conserver plus longtemps. Au regard des hausses de tarifs de ces 4-5 dernières années, il est évident que les tracteurs aujourd'hui que nous avons achetés, je vous avais déjà donné les coûts il y a quelques années dans une vidéo dédiée aux coûts matériels, je vous la mettrai en lien dans la description. Il y a un moment donné, on se rend compte que finalement, ces tracteurs ont pris en gros 100 000 euros chacun. La moissonneuse batteuse, c'est plus de 130 000 euros qu'elle a pris en augmentation. Donc si on devait en racheter une parce que l'on fait beaucoup d'heures, parce que le tracteur arrive à 8 000 heures ou je ne sais quoi, ou parce que le risque sur ces tracteurs-là est plus élevé par rapport aux tracteurs du passé, par leur complexité, de les conserver aussi longtemps qu'on pouvait le faire par le passé, eh bien un des moyens, c'est de rallonger la durée d'existence sur la ferme, de passer de 5 ou 7 années à 8 ou 10 années. Et là, lorsque l'on fait peu d'heures, c'est complètement crédible. C'est crédible pour le banquier de lui dire j'emprunte le tracteur sur 10 ans, parce que déjà quand on le revend, il a une valeur plus élevée. C'est ce qui s'était passé avant quand nous étions sur 7. Moi, je l'ai passé aujourd'hui sur 10, parce que je sais qu'en termes de durée, c'est pas déconnant du tout. Un tracteur qui a à peine 2000 heures en 5 années, il aura 4000 heures si je le garde 10 ans. Évidemment, je le changerai certainement au bout de 7 ou 8 ans, voilà, si tout va bien d'ici là. Mais en gros, l'idée, c'est quand même que l'on peut donc prolonger la durée de présence. C'est ce qui peut changer par rapport à la notion de dire plus je fais d'heures, moins le tracteur me coûte cher. Bah oui, on le change de plus en plus souvent. C'est le principe des CUMA. On a un financement qui fait que ça passe même avec des tracteurs de plus en plus chers, mais vous l'aurez pas, les amis. En tant qu'agriculteur, c'est pas les constructeurs qu'on doit faire tourner en changeant nos tracteurs souvent et en faisant beaucoup d'heures. C'est le moins d'heures possible, c'est moins de pneus, moins de gasoil, moins de rémunération du chauffeur. Pour avoir fait 17 ans de prestations de services en travaux publics, avec du matériel agricole, on avait une citerne, un enfouisseur, on faisait du traitement de couches de forme, et aussi des BNTP, du balayage, de la sécurité. On se louait entre 50 et 75 euros, voire 85 euros les dernières années avec la citerne, de l'heure. C'était une notion à l'heure. Et sans gasoil, le gasoil nous était fourni par les entreprises qui nous prenaient en prestation. C'est une notion qui est importante pour un agriculteur de se dire mon tracteur, là, quand il tourne dans la cour, c'est 40 euros minimum. Là, rien faire, juste à rien faire. Et si on a déjà ces notions-là économiques, ça change beaucoup de choses. Alors, en conclusion, je vous dirais tout simplement qu'à partir du moment où on va commencer à intervenir dans l'échange, je prends l'exemple, en ce moment, on va y revenir prochainement dans une vidéo, mais la couverture des sols, les agriculteurs sont en train de mulcher, de labourer. Est-ce que ce travail-là a un objectif concret, utile pour le cheminement de la future culture que l'on va implanter, etc., que de faire ce travail-là en ce moment? Est-ce que c'est pas un travail pour rien? Est-ce que c'est pas des heures pour rien? Est-ce que le matériel parfois qui est utilisé pour mulcher un couvert, etc., est vraiment justifié? Est-ce qu'il ne sert pas qu'à la culture? Donc vous voyez qu'à un moment donné, dit qu'on pense à chaque intervention doit avoir un objectif précis. Je fais une intervention de travail du sol, c'est pour minéraliser, ça aura une conséquence malheureuse sur le sol, mais je vais y implanter une culture rapidement derrière. Et ça change tout. On bénéficie de l'effet que l'on a eu sur le sol par le travail du sol pour améliorer l'installation de la future culture. Là, en ce moment, d'aller minéraliser à mort avec un labour, en retournant la terre, en mulchant un couvert, en mettant tout ça en fermentation, etc. Est-ce que ce travail-là, ce temps hectare, ce gasoil hectare est justifié? D'autant qu'il faudra sans doute refaire un travail du sol avant le semis. Sur labour, c'est certain, mais sur le mulching qu'on a fait sur le couvert, il y a des grandes chances que ça ait servi strictement à rien. C'est la même chose pour certains travaux d'après-moisson, certains des chômages qui se répètent, etc. Est-ce qu'ils ont des objectifs concrets? Et là, ça va vite, 5, 10 litres, 15 litres, cumulés derrière avec des heures, car finalement, on pourrait raisonner que sur le gasoil. 45 litres hectares, discutons-en ensemble. Où vous en êtes?
Quel est votre niveau? Mettez-le moi dans les commentaires. Hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est ça qui est difficile en agriculture. On ne peut pas parler de tout sans que l'on commence à dire ah oui, mais on se divise et tout. Mais ça, c'est pour éluder les problèmes, c'est pour ne pas en parler. Si on commence à jamais donner de données, moi j'ai fait l'effort souvent sur la chaîne de vous donner des prix, etc. Qu'est-ce que ça fait? Certains ont parlé de courage et tout, mais en quoi c'est un courage que de parler du prix des choses? On est des chefs d'entreprise normalement. Donc c'est important d'avoir cette notion économique qui permet, et ce temps hectare dont on ne parle jamais en agriculture, car les bonhommes qui sont sur les tracteurs sont pas censés être que des retraités. C'est censé être quand même des gens qui se rémunèrent à chaque fois qu'ils sont en train de faire une tâche et qui essayent de bien se rémunérer. L'idée maintenant, c'est presque de supprimer la rémunération pour que le coût des matériels passe en comptabilité, passe dans vos fermes, passe dans les investissements. Ça n'a pas de cohérence. Et puis je terminerai en vous disant que moins vous passez de temps à l'hectare pour produire, allez, on va dire à quelque chose, la même chose que les autres. Parfois avec des intérêts plus positifs pour le sol, etc. Mais c'est un autre débat. Parlons juste du temps hectare, du gasoil hectare pour produire le même hectare de blé. Eh bien ce temps que l'on libère, soit on en fait quelque chose, et donc là c'est important, on valorise, on va rechercher à nouveau des rentrées d'argent supplémentaires par des activités secondaires, par une valorisation, par de la vente directe, par du stockage qui vous permet de valoriser vos productions, du triage à façon, enfin bref, de l'entreprise, pourquoi pas, tout peut être envisagé. Mais il y a un moment donné, il faut bien une notion économique. Et cette notion économique n'existe même plus pour ceux qui ont des contrats avec des ETA. Ils ne se rendent pas compte du prix parce qu'on n'en parle jamais. Derrière le prix que l'on va mettre à l'hectare, derrière mes 550 €, ça doit laisser de la marge de manœuvre pour les futurs réinvestissements. Ça doit laisser de la marge de manœuvre pour une casse. Vous dites tous que les pièces, on dit tous que les pièces sont hors de prix. Il faut bien une marge de manœuvre. Le but, c'est pas juste de payer le prêt et puis de travailler gratos pour payer son financement. C'est tout ça qui est très important et on se rend vite compte, si on parle de charge de structure, pour le coup, j'y reviens pas, je vous remets une vidéo aussi en lien sur ce sujet, eh bien à un moment donné, si on a une transparence par l'ETA, justement, qu'on sait combien ça coûte, eh bien on a son niveau de charge de structure. Et vous voyez que ces dernières années, il a pu prendre 100 € de l'hectare, qu'on ne peut pas récupérer sur des meilleurs prix de vente, etc. Il faut parler d'argent. Et là, on se rend vite compte que notre marge à l'hectare, elle est extrêmement faible, d'où l'intérêt d'y passer le moins de temps, le mieux de temps. Je dirais, c'est pas le but, c'est pas d'aller vite. Au contraire, pour les consommations, on se rend bien compte qu'il vaut mieux une largeur plus importante d'outils, réduire sa vitesse, avoir un tracteur d'un gabarit suffisant, parce qu'on se rend compte aussi que l'écart de prix entre un gros tracteur et un moyen tracteur n'est pas si grand. Par contre, son usage en coût à l'hectare, en consommation à l'hectare, en usure de pièces et en casse éventuelle, c'est le jour et la nuit. Et là, on se rend compte que les jugements de valeur sur dire « Ah ouais, mais lui, il a un gros tracteur, regarde ça », c'est complètement dépassé. Dit qu'on met des chiffres dessus, on se rend compte que parfois, il vaut mieux avoir le gros tracteur qui coûte moins cher à la sortie, à l'hectare, en consommation, en usure de pneus, en adhérence meilleure, en traction plus puissante, etc. On est moins au bout du tracteur, on est moins à le solliciter. Beaucoup d'entre vous n'ont même pas les masses adaptées pour ce que vous mettez derrière, qui est trop gros presque par rapport au tracteur que vous avez fait le choix, notamment sur les aspects fissuration. Et évidemment, et je terminerai là-dessus, plus le sol va bien, plus le sol est vivant, moins on a besoin de le travailler, moins on fait de motte, moins on a besoin d'aller trifouiller ça avec plein d'outils, des passages supplémentaires. Donc c'est la stratégie, les stratégies dont on vous parle. Mais surtout le sol vivant, quand ça va bien, tout va bien. C'est-à-dire quand le sol va bien, ça coûte pas cher à l'arranger, tout s'arrange tout seul. Et parfois, on peut même penser que ouais, mais lui, oh bah oui, c'est facile chez lui. Mais non, chacun d'entre vous, vous l'avez vécu, pour certains d'entre vous, dit que ça s'améliore, vous vous rendez compte à quel point, franchement, vous êtes nombreux à le témoigner tous les jours. Donc, tous ceux qui font ces efforts-là, ils voient immédiatement leur temps hectare se réduire, leur consommation hectare se réduire, les usures de pneus, etc., etc. Donc voilà, donc c'était juste essayer de partager avec vous des chiffres, une notion de notre situation. Ce qui permet de passer le cap de ces évolutions de prix matériels, c'est qu'au lieu de renouveler au bout de 5 ou 7 ans comme on le faisait auparavant, en renouvelant les 2 tracteurs en même temps pour des notions aussi de remise plus forte, etc. et d'un intérêt dans le planning d'investissement, et bien aujourd'hui, on a déjà entamé ça quand on l'a acheté il y a 5 ans, on s'est dit on va les garder plus longtemps parce qu'on sentait bien que les choses évoluaient vers quelque chose qui ferait que nous n'aurons plus les moyens d'investir. Alors ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de laisser vieillir, mais si on fait peu d'heures, c'est très cohérent. Si on fait peu d'heures, on fait 300 heures par an avec un tracteur, 400, on va dire 395 avec le plus gros. Voilà, c'est cohérent. On peut donc garder le tracteur plus longtemps et il nous coûte bien moins cher à la sortie à l'hectare. Et la valeur de revente va confirmer cette stratégie, parce qu'on ne sait le coût final d'un tracteur
et n'importe quoi d'ailleurs que quand on l'a revendu, qu'on a fait la boucle complète, et bien à un moment donné, vu la valeur des occasions, etc., on l'a déjà vécu par le passé, hein, je vous en avais donné des chiffres dans les vidéos que je vous ai mis en lien, et bien évidemment on a des coûts hectares si on prend juste l'investissement qui là pour le coup s'effondre. Et après, les choix des marques de tracteurs, c'est un peu la même chose. Hein. Certains ont vite fait de faire des raccourcis sur les choix des marques parce qu'il y aura les marques premium, etc. Mais ce que l'on regarde, nous, à la sortie, et beaucoup d'agriculteurs le font, hein, c'est le coût à la sortie. Hein, le coût de la valeur de revente, mais aussi le coût d'entretien, le prix des pièces, la fiabilité. Et ça, c'est vraiment important. Car finalement, à la sortie, c'est ça qui nous fait notre coût final. Donc si le gasoil, le coût hectare de gasoil est un bon exemple pour savoir où on en est, parce que derrière, il y a des coûts de machine, etc., le nombre d'heures, nous devrions avoir ça en tête, comme on devrait avoir la valeur de sa CEC de son sol dans son analyse de terre. Tous ces repères qui font qu'on peut vraiment discuter et non pas avoir des groupes comptables où finalement c'est à qui mettra le moins en tout, mais c'est pas ça qui fait la performance d'une entreprise. Hein. Le choix d'un tracteur, évidemment, si on met sur le papier certains coûts de matériel, en les comparant, en prenant le moins cher sur le coût, c'est vachement bien, même à l'hectare. Mais à la sortie, quand on le revend et quand on fait les coûts éventuels d'usure qui nous a coûté durant ce cycle de présence sur la ferme, c'est là qu'on connaît la réalité. Hein. Donc attention, on est un peu parti dans une spirale et les locations de matériel vont encore accentuer ça, où en gros, plus on fait d'heures et plus c'est valable de louer, etc. Non, derrière tout ça, il y a toujours un coût. Moi, je sais que personnellement, et je finirai là-dessus, la création d'une ETA m'a donné vraiment une notion de transparence où j'ai en gros une entreprise où tout le matériel est dedans et donc je sais les coûts, je sais l'enveloppe que j'ai, je sais quand je réinvestis si ça augmente mon enveloppe ou pas et c'est très très confortable et sans parler des plus-values, en tout cas pour l'instant, qui sont un intérêt non négligeable au regard de l'évolution des valeurs des occasions. Voilà les amis. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé pour bien démarrer l'année et commencer à parler de certaines solutions. Hein. On en a beaucoup parlé sur la chaîne ces 4 dernières années. Mais vous êtes nombreux souvent à me dire, par rapport notamment à la dernière vidéo, qu'est-ce que c'est qu'être résistant, etc. Eh bien, c'est justement pas avaler tout ce que l'on vous explique sans en avoir vraiment eu les preuves, en mettant des chiffres, en regardant par vous-même, en faisant de la gestion d'entreprise, comme seuls nous pouvons la faire, car nos comptables ne peuvent pas faire ce genre de choses. C'est un travail qui nous appartient et qui est très très important. Et je vous le rappelle, j'étais pas le premier de la classe en mathématiques. Par contre, il y a un moment donné, avec de la logique, le temps hectare est quelque chose qui est sous-estimé. Beaucoup d'acteurs m'en parlent et sont vraiment dépités qu'on n'en parle jamais. Mais c'est ça la performance. C'est pas le rendement, c'est le temps hectare que l'on a mis pour produire. Et en général, il n'y a pas un écart entre nous du simple au double. Faut arrêter là-dessus. Par contre, sur le matériel, sur le temps hectare, sur le gasoil, on a des écarts entre nous du simple au triple. Et ça, c'est important d'y réfléchir. Alors les amis, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager au plus grand nombre, c'est toujours intéressant. D'autant que YouTube, et beaucoup de YouTubeurs le constatent, change vraiment son comportement et c'est la chute libre pour beaucoup de chaînes YouTube et des très très bonnes chaînes à droite et à gauche. Et c'est triste parce que finalement, on se rend compte que voilà, c'est aussi l'offre qui augmente. Mais il y a un moment donné, l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble, en tout cas nous concernant, sur des aspects un peu techniques, parfois aussi de ce qui se passe autour de nous, et créer le débat, provoquer. Hein. Des fois, je vous dis des choses qui sont l'inverse de ce que je pense volontairement. Et l'avantage, c'est que je le vois dans les commentaires, ça crée le débat. Et on peut pas plaire à tout le monde, et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, si vous plaisez à tout le monde, faut toujours vous inquiéter, parce que c'est peut-être que ce que vous dites, c'est pas... ça sert à pas grand-chose, finalement. C'est important, c'est une réalité. Alors, j'espère que tout ça vous a intéressé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon courage à tous en attendant. Et encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille, pour cette belle année qui démarre, où j'espère, et on n'aura pas de mal, on fera mieux que 2025. Allez, à bientôt.